Bonjour à tous. Donc je vais continuer sur l'exposé que Jean-Paul a donné avec une approche différente qu'il a commencé à introduire. C'est l'approche que j'appelle ici par échantillonnage probabiliste. Je tiens d'abord à présenter mes excuses pour l'exposé. Je ferai l'exposé en français, mais toutes mes diapos sont en anglais, à part celle-là. J'ai cherché à les traduire, à commencer à les traduire en français et j'ai rapidement abandonné. Donc j'ai gardé les diapos en anglais, mais l'exposé sera, à part quelques mots, un exposé en français. D'abord, je voudrais dire essayer d'introduire pourquoi l'approche probabiliste est intéressante. La première raison pour laquelle l'approche probabiliste est intéressante, c'est qu'elle permet de résoudre des problèmes compliqués et de manière relativement fiable. C'est-à-dire que c'est une approche qui peut être utilisée sur le plan pratique, contrairement aux approches déterministes qui ont été présentées, qui ne peuvent pas s'étendre à des domaines complexes, en particulier quand on a un robot qui a beaucoup de degrés de liberté. Mais il y a deux autres intérêts qui sont plus subtils et qui ont aussi un caractère plus général. Le deuxième intérêt qui est marqué là, c'est que c'est un exemple typique d'un algorithme qui n'est pas très futé, mais qui, par son succès, permet d'atteindre ou de réaliser que le problème que l'on cherche à résoudre en des propriétés qu'on n'imaginait pas au départ. On s'en rend compte que par la réussite de cet algorithme. Donc, en fait, l'algorithme qui n'est pas tellement futé révèle des propriétés importantes du problème qu'on cherche à résoudre. Puis, il y a une troisième raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que ce n'est pas parce qu'on sait faire un calcul qu'il faut absolument le faire. En fait, le calcul peut fournir des résultats utiles, mais s'il est trop compliqué, il vaut peut-être mieux ne pas le faire et travailler avec une certaine incertitude, l'incertitude qu'on ne connaît pas, justement, le manque de connaissance du résultat de ce calcul. Donc, c'est quelque chose d'important et qui peut arriver dans d'autres domaines que la planification du mouvement. Donc, je rappelle brièvement, l'espace des configurations, c'est un espace dans lequel un robot est représenté par un point, donc c'est un espace de paramètres dans lequel il va y avoir des régions interdites dues à des collisions ou parce que le robot ne serait pas en équilibre ou parce que pour des raisons dynamiques ou de physique ou autre. Le principal problème que Jean-Paul a introduit précédemment, enfin la raison pour laquelle ce genre de problème est difficile ici, c'est parce que en général, pour un robot tel qu'on va le rencontrer en pratique, on va avoir un nombre de dimensions de l'espace des configurations qui est important. Dans ce cas-là, on n'a que 6 degrés de liberté, donc on a un espace de configuration à 6 dimensions, mais il peut y avoir plusieurs de ces robots sur une cellule d'assemblage automobile, et dans quel cas on aurait beaucoup plus de dimensions. Si on a un robot humanoïde, on aura typiquement de 30 à 40 dimensions, et si on veut simuler un acteur digital, par exemple un humain digital, on aura typiquement de l'ordre de 100 degrés de 100 dimensions. Puis la deuxième région, parce que ces régions sont de complexité géométrique importante. Non seulement elles sont dans des espaces de grande dimension, mais elles ont aussi de très grande complexité. Vous pouvez imaginer ici que quand vous regardez ce genre de robot et l'obstacle qui est ici, si on voulait représenter ces régions dans un espace à 6 dimensions, elles seraient très compliquées à représenter. Donc, pour essayer de placer l'approche probabiliste dans son contexte, je reviens brièvement sur quelque chose qui a été finalement dit avant, c'est qu'on peut soit représenter l'espace des configurations de manière explicite, et en fait, on sait le calculer, comme Jean-Paul l'a dit, à partir du moment où, dans l'espace de travail, l'espace réel, toutes les surfaces sont représentées de manière algébrique, on sait calculer, théoriquement, une représentation explicite de l'espace des configurations. Mais ce calcul prend un temps prohibitif, typiquement, et est exponentiel dans la dimension de l'espace. Il y a des représentations implicites, les champs de potentiel, avec les potentiels attractifs et les potentiels répulsifs, mais le problème de ce genre de méthode, c'est qu'elles ne sont pas fiables. Très souvent, elles échouent à cause des minima locaux. Et dans la réalité, on a à résoudre des problèmes compliqués. Ici, je montre une chaîne automobile dans laquelle il peut y avoir plusieurs robots, chacun à 6 degrés de liberté, qui peuvent interagir. Ici, on a un robot à 6 jambes, chaque jambe a 6 degrés de liberté, où on veut animer des acteurs digitaux, ou ça peut être des problèmes qui peuvent avoir d'autres sortes de complexités, par exemple comme la chirurgie. Là, ce sera les robots humanoïdes, ou là, ce sera une voiture qui se conduit automatiquement.
Pour essayer de résoudre les problèmes qui sont dus au champ potentiel, Jérôme Barakan, donc au début des années 90, a introduit l'idée de faire des mouvements aléatoires, donc des marches aléatoires pour sortir des minimums locaux. Le problème de ce genre de méthode, ce genre de méthode a été la première, d'une certaine manière, à pouvoir résoudre des problèmes de planification où il y avait beaucoup de degrés de liberté. Mais le problème, c'est quand même qu'il est possible de créer des champs potentiels qui ont des minima locaux qui sont tels qu'il est extrêmement difficile, voire, disons, les chances de pouvoir sortir des minima locaux sont tellement faibles que la méthode n'est pas complètement fiable. Mais les idées qui ont été développées ici ont été généralisées d'une certaine manière dans quelque chose qui s'appelle les réseaux probabilistes, que j'appelle les roadmaps probabilistes en anglais, qui a été développé indépendamment par Lydia Cabraki, qui était un étudiant de PhD dans mon groupe, et Petska, qui était un étudiant de PhD dans le groupe de Mark Overmars à l'université d'Utrecht, qu'ils ont développé indépendamment, et puis après on travaillait ensemble pour les mettre en pratique, et qui ne souffrent pas ou très peu de cas, je dirais, pathologiques. Alors, quel est le principe ou l'idée de base des réseaux probabilistes? En fait, j'en ai dit un petit peu déjà, c'est que calculer la représentation exacte de l'espace libre dans lequel bouge un robot nécessiterait un calcul qui est bien trop compliqué et qui d'un caractère prohibitif. Par contre, il existe des algorithmes qui sont très efficaces qui permettent de vérifier si une configuration donnée ou un chemin donné est faisable ou pas, c'est-à-dire s'il est dans l'espace libre. Par exemple, on peut détecter les collisions avec des méthodes hiérarchiques qui sont extrêmement rapides. Donc l'idée, c'est, dans les réseaux probabilistes, c'est de faire un calcul de l'espace libre de manière très approximative, sous la forme d'un réseau. Les sommets du réseau sont des points qu'on a échantillonnés de manière aléatoire, avec une certaine distribution en probabilité, qu'on le verra plus tard, et qu'on cherche à connecter par des chemins très simples, qui sont en général des lignes droites dans l'espace des configurations, qui ne correspondent à rien de particulier dans l'espace de travail. Donc, on construit ce genre de réseau dans lequel on introduit la configuration de départ et la configuration d'arrivée, et quand on a un chemin, on a trouvé une solution. Alors, ce genre de réseau, en fait, avait été déjà introduit par John Koenig par la méthode des silhouettes, mais la méthode des silhouettes travaillait sur les représentations exactes, nécessitait un temps de calcul exponentiel, et en fait, tellement compliqué, nécessite aussi du calcul exact, comme l'a dit Jean-Paul, si bien qu'en fait, à ma connaissance, elle n'a jamais été implantée. Elle a été développée théoriquement, mais elle n'a jamais été réalisée sous forme de logiciel. Puis il y a une méthode un peu voisine des réseaux probabilistes, qui est le fil d'Ariane, qui est basé sur les algorithmes génétiques, qui a été développé par plusieurs personnes à Grenoble. Alors, après le développement des réseaux probabilistes, il y a des gens qui ont développé beaucoup plus la théorie pour mieux les comprendre, qui ont développé des stratégies de probabilité pour rendre ces méthodes plus efficaces, et qui ont aussi développé pas mal d'applications. Et en fait, tout le reste de ma présentation sera sur cette partie-là de ce diagramme. Alors, je vais commencer par essayer d'expliquer brièvement comment les réseaux probabilistes fonctionnent. Donc, on a un espace de configuration qui a n dimensions, où n peut être grand, c'est-à-dire plusieurs douzaines. Et en fait, aujourd'hui, notamment quand on travaille sur des molécules, on peut travailler avec des espaces qui ont plusieurs milliers de dimensions. Il y a dans cet espace des régions interdites, et il y a en clair l'espace libre pour le robot. Et ce qu'on veut, c'est aller d'un point S à un point G. Et ce qu'on fait, c'est qu'on tire de manière aléatoire des points dans cet espace,
donc en tirant de manière aléatoire les différents paramètres, et on peut en tirer comme ça un très grand nombre, des centaines, des milliers, voire plus. Et comme on dispose d'algorithmes pour vérifier si ces points font partie de l'espace libre ou non, on regarde s'ils sont dans l'espace libre ou s'ils ne sont pas, et on garde que les points qui sont dans l'espace libre. Et on peut faire ça très vite. Et une fois qu'on a fait ça, enfin, on fait tout plus ou moins d'ailleurs en parallèle, on connecte chaque point qu'on a ici tiré, qui s'appelle milestone, que j'appellerai le milestone, à ses plus proches voisins. Et on regarde si les connexions qui sont des chemins en ligne droite dans l'espace des configurations, donc des interpolations linéaires, si ces chemins entrent en collision avec des régions interdites ou non. Et si oui, on les élimine. Et ce qu'on obtient de cette manière-là, c'est donc un réseau que l'on construit jusqu'à ce que S et G soient connectés, ou jusqu'à ce qu'on ait engendré un certain nombre de points, non maximum de points, et à ce moment-là, on dit qu'on arrête, parce qu'il faut toujours s'arrêter quelque part si on n'a pas encore trouvé une solution. Et à ce moment-là, quand on a connecté S et G, on a une solution au problème. Donc l'algorithme est très simple, il n'a rien de très futé. Comme je disais au début, j'écris l'algorithme ici, mais c'est exactement ce que j'ai présenté avant. La chose importante, c'est de voir qu'on établit un nombre maximum n de points de milestones qu'on va de sommer pour le réseau. Et si une fois qu'on a engendré ces n sommés, on n'a pas trouvé un chemin, on va retourner qu'il n'existe pas de chemin. C'est-à-dire qu'on va renvoyer une réponse, il n'y a pas de chemin. Il y a trois choses qu'il faut quand même remarquer sur cet algorithme, que je mets en évidence ici en jaune. C'est que la réponse « il n'y a pas de chemin » est peut-être incorrecte, parce que si on n'a pas créé un réseau suffisamment grand, il est possible qu'on n'ait pas trouvé un chemin, alors peut-être il en existe un. Il ne faut jamais être sûr. Quand on ne trouve pas de chemin, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas engendré un réseau assez grand, ou est-ce que c'est parce qu'effectivement il n'y a pas de chemin? Ici, à cette étape-là, on engendre, on calcule une configuration avec une certaine mesure de probabilité, et cette mesure de probabilité, que j'appelle pi ici, correspond à la stratégie d'échantillonnage. C'est là que va se trouver en grande partie l'intelligence de l'algorithme. Ce n'est pas l'ensemble de l'algorithme lui-même qui est très intelligent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, il y a une étape aussi dans l'algorithme où on va connecter une milestone à ses voisins. Et là, il y a un choix aussi à faire. Ça s'appellera la stratégie de connexion. Quelle milestone on connecte à quel autre milestone? Je reviendrai sur certains de ces points dans la suite. Donc, l'algorithme en soi n'est pas très intelligent. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'en plus, il engendre des chemins qui sont assez saccadés. C'est-à-dire que les chemins qui sont engendrés par ce genre d'algorithme ne sont en général pas très jolis. Mais quelque chose que je ne décrirai pas, parce que je n'aurai pas assez de temps, c'est qu'il existe des méthodes de lissage efficaces qui permettent d'engendrer des chemins quand même qui sont plus chouettes à regarder. Mais malgré la simplicité de l'algorithme, il a pu être appliqué à de nombreux problèmes et il résout assez bien les problèmes. Alors j'en cite quelques-uns ici, comme la programmation automatique des robots, comme l'application à la reconfiguration de robots reconfigurables, c'est-à-dire constitués de petits modules qui peuvent se réattacher les uns aux autres, ou la conception pour faciliter la fabrication, pour des robots compliqués, pour des robots qui volent, pour des robots de médecine, de chirurgie, pour des robots humanoïdes, pour des caractères graphiques animés, ou pour naviguer dans des espaces virtuels très compliqués. Donc la question, c'est finalement, quand on regarde la complexité du problème qui a été présenté par Jean-Paul Abban, quand on voit la simplicité apparente de cet algorithme, on peut se demander pourquoi il fonctionne bien en pratique. Alors là, en fait, je dirais qu'on a mis beaucoup plus de temps à comprendre pourquoi ces algorithmes fonctionnent
qu'à les inventer d'une certaine manière. Et je dirais qu'il y a une leçon pour la recherche, c'est que quand en recherche, on implante un algorithme qui ne marche pas très bien, on se pose tout de suite des questions, et en général, ça conduit à être assez créatif. Et quand on a un algorithme qui marche bien, ça conduit à être aveugle, et on se dit, on trouve toutes les bonnes raisons pour lesquelles l'algorithme marche bien, on est très content, mais en fait, en général, ces raisons ne sont pas les bonnes, et il faut penser beaucoup plus loin. Il y a en fait plusieurs questions qu'il faut se poser pour arriver à répondre à la question pourquoi les planificateurs à base de réseaux probabilistes fonctionnent bien. La première question, c'est pourquoi ces réseaux sont probabilistes. Parce que si on prend le problème de la planification de base, le problème de base, il n'y a rien de probabiliste là-dedans. On connaît parfaitement la géométrie, on baigne dans le domaine de la certitude. Donc, pourquoi ces planificateurs sont probabilistes? D'où vient cette probabilité? Ensuite, qu'est-ce que leur succès nous dit? Et en fait, ce que ça nous dit sur les problèmes. Après, j'essaierai d'aborder la question en quoi est la mesure de probabilité qui sert à choisir où on va mettre les points dans l'espace de configuration, dans quelle mesure c'est important. Et enfin, j'aborderai la question dans quelle mesure l'aspect aléatoire de ces méthodes est important. Donc, on va commencer par pourquoi les réseaux probabilistes sont probabilistes. En fait, la raison, c'est parce qu'on s'est refusé au début de faire un calcul. On n'a pas fait le calcul de la forme exacte de l'espace libre du robot. Donc, le planificateur, en fait, d'une certaine manière, à part qu'il peut se téléporter, est un peu comme un robot qui explorerait un environnement avec des capteurs extrêmement limités. C'est-à-dire qu'il peut détecter, oui, je suis dans un obstacle, non, je ne suis pas dans un obstacle. Donc, en fait, le planificateur va apprendre la connectivité de l'espace des configurations en bougeant dans l'espace des configurations, et la manière dont il bouge, parce que bon, ce n'est pas un objet physique, c'est par sauter de point en point. Donc à chaque instant, ce qui existe, c'est une distribution d'hypothèses possibles sur la forme de l'espace libre dans l'espace des configurations. Et ces hypothèses doivent être cohérentes avec tout ce qu'on a observé jusqu'à présent, c'est-à-dire avec les points qu'on a échantillonnés, les connexions qu'on a tenté de faire entre ces points. Donc, la raison pour laquelle ces réseaux sont probabilistes, la méthode est probabiliste, c'est qu'en fait, on ne fait que refléter cette incertitude. Et le but de la distribution de probabilité, pi, qui est utilisé dans l'algorithme, c'est de minimiser le temps qui sera nécessaire à connecter S et G, donc les deux configurations qui sont données que l'on veut connecter par un chemin, chaque fois qu'évidemment elles sont dans la même composante connexe de l'espace libre. Donc ce qu'on voudrait, c'est échantillonner cet espace libre de telle façon qu'à chaque étape, à chaque fois qu'on échantillonne un point nouveau, on maximise le gain en information sur la connectivité de l'espace des configurations. Donc en fait, si on regarde ce que fait ce genre de méthode, c'est qu'un planificateur à base de réseau probabiliste échange un coût contre un autre coût. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on se refuse à calculer la forme exacte de l'espace libre, donc on a plus coût, mais par contre, on va avoir le coût d'avoir à faire face à l'incertitude qu'on ne connaît pas le résultat de ce calcul. Donc, en fait, ce que fait la méthode probabiliste, c'est par un échantillonnage incrémental, c'est d'apprendre la connectivité de l'espace libre. Mais ça ne va pas marcher toujours. Ça va marcher que si il est possible de caractériser la connectivité de l'espace libre par un réseau probabiliste qui est relativement petit. S'il fallait des milliards de milestones pour caractériser la connectivité de l'espace libre, bon,
ça serait totalement infaisable. C'est-à-dire que l'algorithme serait au moins aussi prohibitif que faire un calcul exact de la forme de l'espace libre. Donc, pour que ça marche, ce genre de méthode marche, il faut qu'il existe un petit réseau probabiliste qui va capturer la connectivité de l'espace libre, et il faut aussi qu'avec une probabilité assez importante, on puisse calculer ce petit réseau de manière efficace. Donc la question qui se pose maintenant, c'est dans quelles conditions, en fait, ça va être le cas. Dans quelles conditions on va pouvoir caractériser la connectivité de l'espace libre par un réseau de relativement petite dimension que l'on peut calculer de manière efficace avec bonne probabilité. Alors c'est là que les choses se compliquent un petit peu. C'est qu'il faut définir quels vont être les outils d'analyse pour déterminer ces conditions. L'outil principal, c'est l'outil de visibilité dans l'espace libre. L'idée est très simple, à part qu'il faut toujours dire qu'on raisonne dans des espaces de grande dimension. On va dire que deux configurations se voient mutuellement, enfin, ou qu'une configuration Q voit une configuration Q', si on peut les connecter par une ligne droite dans l'espace des configurations. C'est-à-dire que si la connexion entre ces deux configurations ne traverse pas de zone interdite. Et on dira que l'espace de visibilité, ou l'ensemble de visibilité V de Q d'une configuration Q, c'est l'ensemble des configurations qui sont visibles par Q. Donc ça, c'est la notion de base qu'on va utiliser pour faire l'analyse. Et je vais définir deux propriétés. En fait, la deuxième contiendra la première. La première propriété, c'est la notion de epsilon goodness. Pas très bien comment la traduire en français. Et puis la deuxième propriété, c'est la notion d'espace expansif. Alors, l'epsilon goodness est quelque chose d'assez facile à comprendre. C'est, étant donné un nombre epsilon qui est compris entre 0 et 1, 0 étant exclu, on dira qu'une configuration est epsilon good si et seulement si la région qu'elle voit dans l'espace libre, qui est représenté en jaune ici, Q est ici, est plus grand ou égal en volume à epsilon fois le volume total de l'espace libre. Donc il y a un nombre ici epsilon qui est positif et qui est bien entendu pas plus grand que 1, qui définit le volume de la fraction de l'espace libre qui est vu par la configuration Q. Et on dira que l'espace libre est epsilon good si tous les points Q dans cet espace sont epsilon good. Et l'intuition qui est derrière cette notion, c'est que si un espace est epsilon good, à ce moment-là, avec une grande probabilité, un petit nombre de configurations échantillonnées dans cet espace verront à peu près l'ensemble de l'espace libre. Donc ça, c'est la première propriété qui est importante, parce que si un espace est epsilon good, on est garanti que quand on va créer un réseau probabiliste, ce réseau, dans son ensemble, va pouvoir voir à peu près tout l'espace libre. Mais le problème, c'est que elle échoue sur un point, c'est qu'elle ne capte pas exactement la difficulté qui peut être liée à la représentation de la connectivité de l'espace. Supposons ici que j'ai un espace libre qui est composé de deux régions principales. Donc je suis dans un espace de configuration très simple dans ce dessin. C'est un espace à deux dimensions. Et il y a une région F1, une région F2 qui communiquent par un passage étroit. Dans ce cas-là, si je tire de manière aléatoire un point pour mon réseau, donc une configuration, mettons que je vais la tirer dans F1, soit ce sera F1, soit ce sera F2, de toute manière, il y a que ces deux sous-ensembles. Et si je regarde quel est l'ensemble de visibilité de cette configuration ici, c'est tout F1, puisque F1 est convexe, et puis une petite partie de F2.
Donc la difficulté ici, c'est que pour pouvoir connecter F1 à F2 par le réseau, il faudrait que de manière aléatoire, je tire une autre configuration dans cette petite région jaune. Et les chances que ça arrive, la probabilité que ça arrive, est très faible. Alors une autre manière de voir la chose, c'est de dire que, en fait, pour avoir une bonne chance de connecter F1 à F2, il faudrait que je tire une configuration proche de ce passage étroit, parce que si je suis proche de ce passage étroit, je vais voir une grande partie de F2, et à ce moment-là, il me sera assez facile de tirer une autre configuration, enfin, disons avec une bonne probabilité, je vais tirer une autre configuration qui sera dans cette région jaune ici. Et cette petite région ici, qui voit une assez grande partie de F2, je vais l'appeler le lookout de F1. Donc, d'une manière générale, je vais définir le bêta lookout d'un sous-ensemble X de l'espace libre comme l'ensemble de toutes les configurations qui voient au moins une fraction du complément de X dans F qui a un volume qui est bêta fois, où bêta est encore un nombre entre 0 et 1, le volume de ce complément. Donc en fait, le bêta lookout de F1, ça sera tous les points de F1 qui voient un volume de F2 qui est au moins bêta fois le volume de F2. Et je dirais que l'espace libre est expansif avec 3 paramètres, epsilon alpha bêta, s'il est epsilon good, et si chacun de ces sous-ensembles X a un bêta lookout dont le volume est au moins alpha fois le volume de X. Alors, ça paraît très compliqué, ça paraît très formel. En fait, l'intuition est relativement simple. Et je vais la montrer ici, c'est que si j'ai un espace qui est favorablement expansif, il me sera facile de capturer sa connectivité avec un petit réseau de configuration échantillonnée. Alors, j'ai un S et un G qui me sont donnés, je voudrais les connecter par un chemin, mais avec les propriétés que j'ai données jusqu'à présent, S a un ensemble de visibilité qui a un assez grand volume dans l'espace libre. Donc je le représente ici en rouge. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il a un lookout qui occupe une région importante de ce sous-ensemble. Donc j'ai cette région-là, qui est le lookout, qui a un volume important. Donc avec une bonne probabilité, je vais éventuellement arriver à mettre un échantillon à l'intérieur de cette région. Et je sais que je vais pouvoir les connecter par une ligne droite, puisque S voit tous les points dans cette région. Mais je sais aussi que le lookout voit à l'extérieur de la région qui est ici, voit une grande partie, enfin une partie importante de l'espace libre. Donc il a lui-même son ensemble de visibilité qui est assez important, qui a lui-même un lookout important, et de cette manière-là, je peux construire une séquence de points échantillonnés. Et je peux faire la même chose à partir de G. Et ce que je sais, c'est que comme tous ces volumes sont assez importants, éventuellement il y aura une superposition à un certain endroit dans lequel, avec une bonne probabilité, je vais pouvoir tirer une configuration et j'aurai une séquence qui va me connecter de S à G. Donc c'est ça l'intuition. Et en fait, oui, je reviendrai sur les résultats formels à partir de cette intuition. Mais la chose importante ici, c'est de voir que la notion d'espace expansif ne dépend que de ratio volumétrique et n'est plus liée au nombre de dimensions de l'espace des configurations. Donc en fait, on ne va plus avoir cette notion de dépendance en complexité de l'algorithme des réseaux probabilistes, de dépendance relative au nombre de dimensions de l'espace des configurations. Les méthodes dites exactes, les méthodes complexes dont Jean-Paul a parlé tout à l'heure, elles sont naturellement exponentielles dans la dimension de l'espace des configurations. Mais ici, un espace de configuration de dimension 2, on peut le rendre aussi
avec une mauvaise, disons aussi peu expansif, juste en diminuant l'épaisseur de ce passage étroit. Si on rend ce passage étroit de plus en plus étroit, éventuellement, la nature expansive de cet espace deviendra très mauvaise. Aussi, ce qui est intéressant avec ces notions d'espace expansif, c'est qu'elles caractérisent bien la difficulté des passages étroits. Ici, par exemple, j'ai un passage étroit, mais ici, j'ai un passage très large. Donc, en fait, cet espace est expansif. Il est très facile de caractériser sa connectivité avec un réseau probabiliste. Ici, j'ai des passages étroits, mais j'en ai tellement que c'est aussi facile de caractériser sa connectivité. L'espace est expansif. Ici, j'ai un passage étroit qui fait des zigzags, et en fait, c'est un espace difficile, et ça correspond à un espace dont on peut montrer qu'il est très peu expansif. Et si je n'ai pas d'obstacle dans mon espace, en fait, je m'aperçois que les trois paramètres que j'avais définis avant sont égaux à 1, et j'ai un espace qui est maximalement expansif. Donc, en fait, la notion d'expansivité représente assez bien la difficulté qu'il va y avoir à capturer la connectivité de l'espace libre. Alors en fait, on a pu montrer deux théorèmes qui démontrent, dans le cas d'espace expansif, qui caractérisent la convergence des planificateurs à base de réseaux probabilistes. Si un espace libre est expansif, alors ce qu'on peut montrer, c'est que si on veut connecter deux configurations S et G, et si ces configurations S et G sont dans la même composante connexe de F, alors la probabilité qu'on va les connecter par un tel planificateur va converger vers 1 exponentiellement vite, exponentiellement dans le nombre de sommets du réseau que l'on construit. Donc en fait, c'est une formule un peu compliquée, mais quand on augmente le nombre n, quand on nombre le nombre de sommets du réseau, la convergence va être très rapide. Et on peut le montrer de manière expérimentale, on peut le vérifier de manière expérimentale sur des problèmes assez compliqués. On s'aperçoit on construit ici une courbe dans laquelle, là c'est le nombre n, le nombre maximum que l'on s'autorise pour construire le réseau probabiliste. Ça, c'est le nombre d'essais que l'on fait avec différentes sources aléatoires. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand le réseau est trop petit, on échoue tout le temps. Ça, c'est le nombre d'échecs. On échoue tout le temps. Puis d'un seul coup, on se met à réussir. Et avec une relativement légère augmentation du nombre de sommets que l'on se permet dans le réseau, on a une convergence très rapide. Éventuellement, on a un taux de réussite qui est de 100%. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il faut attendre pour arriver à ce résultat-là. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est un problème important, c'est une des limitations principales, c'est la limitation principale des réseaux probabilistes. Mais il y a aussi un deuxième théorème qui est presque la réciproque du premier, qui dit que si on a un espace libre qui n'est pas bien expansif, à ce moment-là, il existe un S et un G, de telle sorte que si on cherche à les connecter par un planificateur à base de réseau probabiliste, ce planificateur a une bonne chance d'échouer. C'est-à-dire que si on se fixe une probabilité d'échec entre 0 et 1, le planificateur va échouer avec une probabilité plus grande que ce nombre gamma qu'on s'est fixé au début. Donc en fait, ces deux théorèmes, qui ne sont pas tout à fait un théorème et sa réciproque, mais presque, indiquent la chose suivante, c'est que les planificateurs à base de réseaux probabilistes réussissent si et seulement si l'espace libre dans lequel on travaille est expansif. Alors, je rappelle ici que quand même, ça sera un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est qu'un tel planificateur n'est pas capable de détecter si un problème n'a pas de solution. C'est-à-dire si un problème a une solution et si l'espace est expansif, ce genre de planificateur fonctionnera bien, donnera de bons résultats, mais s'il n'y a pas de solution, il va conclure qu'il n'y a pas de solution, mais on ne pourra jamais être sûr que cette réponse est la réponse correcte.
Alors en fait, les planificateurs probabilistes ont été appliqués à un bon nombre de problèmes et les résultats empiriques sont qu'ils marchent bien. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans la pratique, les espaces libres que l'on rencontre sont favorablement expansifs, c'est-à-dire qu'ils possèdent des bonnes propriétés de visibilité, ils sont favorablement expansifs, malgré leur énorme complexité algébrique et géométrique. Et en fait, ça veut dire que cette complexité algébrique et géométrique qui est prise en compte par les planificateurs complets, exacts, que Jean-Paul a présentés, peut-être, dans la plupart des cas, n'a pas tellement d'importance. Et pour moi, la contribution principale de ces méthodes de planification, ce n'est pas la méthode elle-même, bien que sur le plan pratique, elle soit très utile, c'est de révéler cette propriété que, en fait, dans la pratique, les espaces sont favorablement expansifs. C'est une propriété que personne n'avait imaginée au début. Alors, ce qu'on peut se poser maintenant comme question, c'est a posteriori, donc avec du recul, c'est est-ce que cette propriété est surprenante? Et en fait, elle n'est pas tellement surprenante. Parce que un espace est peu expansif. Pour qu'il soit peu expansif, il faut qu'il y ait des passages étroits. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a des passages étroits qu'il est peu expansif. J'ai montré des exemples précédemment où il peut y avoir un passage étroit et un espace large, et un passage large, ou beaucoup de passages étroits, et à ce moment-là, les espaces sont quand même encore expansifs. Mais si un espace n'est pas expansif, c'est toujours à cause d'un passage étroit. Et un passage étroit, c'est en fait quelque chose qui est instable. C'est-à-dire que si on change légèrement la géométrie du robot ou de l'environnement, ce passage, ce qu'il va faire, là je montre un passage étroit pour un robot mobile par exemple, si je grandis le robot, il n'y aura plus de passage parce que le robot ne pourra plus passer. Et si je diminue de manière aléatoire le robot un petit peu, le passage deviendra beaucoup moins étroit. En fait, c'est un peu imaginer, si vous achetez un robot mobile pour naviguer dans un environnement, l'ingénieur qui a conçu, ou les ingénieurs qui ont conçu ce robot mobile, ne connaissent pas les architectes qui ont conçu le bâtiment. Donc il n'y a pas de raison que le robot mobile occupe exactement la largeur d'un couloir. Et en fait, sur le plan expérimental, ce qu'on peut voir, c'est que si j'ai un robot mobile qui a passé dans un passage comme ça, si j'essaie de résoudre le problème par les méthodes probabilistes que j'ai présentées d'abord, pour des diamètres de robots qui convergent vers l'épaisseur, la largeur du passage. Quand j'atteins la largeur du passage, le temps de calcul va à l'infinité, bien entendu, puisqu'il n'y a plus de passage à un moment donné. Mais ce qu'on voit, c'est que si je réduis très légèrement le diamètre du robot, le temps moyen pour calculer un chemin de S à G va devenir très raisonnable. Donc en fait, il n'y a que quand le passage est très très étroit que le temps de calcul est long. Et il y a un résultat qui est assez difficile à lire, mais par Chaudhuri et Coltoun, qui utilisent l'analyse qui s'appelle smooth analysis pour justifier ce résultat. Alors, smooth analysis, c'est une technique algorithmique, enfin une technique d'analyse d'algorithmes qui a été inventée pour étudier la complexité d'un algorithme quand on sait que dans le cas le pire, cette complexité est très mauvaise. Il existe des algorithmes dont la complexité dans le cas le pire est très mauvaise, mais ces cas le pire ont une très faible probabilité d'arriver. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on perturbe les données de manière aléatoire et on étudie la complexité moyenne de l'algorithme après avoir perturbé les données de manière aléatoire. Et quand le cas le pire a une très faible probabilité, en fait, la complexité moyenne de l'algorithme peut être bonne. Et là, en utilisant ces outils de smooth analysis, ce que Chaudhuri et Coltoun ont montré, c'est que si je prends un espace de n'importe quelle dimension, et si je perturbe la géométrie de manière aléatoire, par une petite quantité, ce qu'on peut montrer, c'est qu'une
une carte probabiliste, un réseau probabiliste capturera la connectivité de l'espace faisable avec une bonne probabilité. En fait, un réseau probabilistique de relative petite dimension. Donc ça indique que si on perturbe la géométrie, eh ben, on sait qu'à très grande chance, l'espace sera favorablement expansif. Donc en fait, les espaces qu'on rencontre en pratique sont favorablement expansifs. Donc si on a des passages étroits qui rendent l'espace défavorablement expansif, ouais, ces passages doivent être intentionnels. Et en fait, il y a très peu d'exemples où on a ce genre de choses, mais parce que créer des passages compliqués, des passages étroits compliqués dans un espace de haute dimension est très difficile. Donc le faire de manière intentionnelle, c'est très difficile. Et un des exemples classiques utilisés par les gens qui font du motion planning, de la planification de mouvement, c'est l'exemple du alpha puzzle dans lequel il y a deux objets métalliques qui peuvent se séparer. On peut considérer par exemple l'objet jaune sera fixe et l'objet gris sera un objet mobile. Et il faut, pour les séparer, faire une translation et une rotation qui sont très bien coordonnées, c'est-à-dire qu'on passe par un passage étroit dans l'espace à 6 dimensions, l'espace des configurations à 6 dimensions de l'objet gris. Et ce passage, en fait, fait un peu des zigzags. Mais ça, c'est un objet qui a été conçu volontairement pour créer quelque chose qui est difficile, y compris pour les humains. Et c'est seulement à 6 dimensions. Donc maintenant, le point, c'est de savoir, en fait, on sait pourquoi l'algorithme est probabiliste, on sait ce que l'algorithme nous dit sur les espaces sur lesquels on travaille, une propriété qu'on n'avait pas réalisée avant. Il est bon de revenir quand même sur l'importance de la mesure en probabilité qui est utilisée pour faire l'échantillonnage. Alors, ce n'est pas parce que les espaces sont favorablement expansifs que les propriétés de visibilité sont uniformément favorables dans tout l'espace libre. Là, je montre deux exemples. Dans les deux exemples, c'est le même robot, mais avec des pièces différentes. Ici, il faut quand même passer par un passage qui n'est pas très, très étroit, mais qui est quand même pas très large. Et là, il faut bien que le robot rentre à l'intérieur de pièces qui, là aussi, il a passé dans des espaces, dans des passages qui ne sont pas très larges. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est être capable de bien traiter ces passages qui sont moins larges. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que les régions qui n'ont pas une bonne visibilité, comme par exemple si je prends cet espace à deux configurations, j'ai ici une région qui n'a pas de bonne visibilité parce que d'ici je ne vais pas bien voir de l'autre côté. À l'intérieur, j'ai ce petit couloir ici qui est assez étroit, donc les propriétés de visibilité ne sont pas bonnes. Ce que je voudrais, c'est en fait c'est avoir une densité d'échantillonnage plus forte ici que partout ailleurs, parce que ici, je n'ai pas besoin de beaucoup de points pour capturer la connectivité de l'espace libre. Donc, quelques points, ou même un très petit nombre de points sont suffisants, mais par contre ici, j'ai besoin de beaucoup plus de points. Le problème, c'est comment, vu qu'on n'a pas calculé l'espace libre, comment peut-on détecter qu'il y a des régions à visibilité relativement pauvres ? En fait, on ne sait même pas s'il y a des passages étroits dans l'espace. Donc il existe un très grand nombre de techniques qui ont été développées au cours des 10 dernières années. Je ne peux pas les décrire toutes, mais je vais en présenter juste quelques-unes, qui permettent de faire cette détection plus ou moins bien, mais qui en général, surtout quand on combine plusieurs de ces techniques, elles marchent très bien. Alors, une technique qui intuitivement paraît évidente, c'est une stratégie adaptative qui consiste à utiliser le travail qu'on a fait jusqu'à présent, le travail d'échantillonnage et de connexion, pour dire, tiens, à cet endroit-là, ça a l'air plus compliqué qu'ailleurs, c'est là que je devrais mettre plus de points. Alors, supposons qu'ici, on ait ces régions qui sont des régions interdites et qu'on ait échantillonné ces points dans l'espace libre. Puis à un moment donné, pour construire donc le réseau, on prend ce point, cette configuration qu'on a échantillonnée, et on va chercher à la connecter à ses plus proches voisins. Et
on va donc tenter de faire 7 connexions, et on va s'apercevoir que sur ces 7, il y en a 5 qui échouent parce qu'on traverse des obstacles. Bon, on a donc un ratio d'échecs qui est assez important, et on va dire, tiens, ce point-là, probablement, se trouve dans une région difficile parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est, on va faire un échantillonnage, un nouvel échantillonnage autour de ce point jaune pour essayer de mieux capturer la connectivité autour du point jaune, parce que probablement, on doit mal la capturer vu le nombre d'obstacles qu'il y a tout autour. Donc on va engendrer par exemple ces trois points bleus, et à partir de là, on va pouvoir faire de nouvelles connexions à d'autres configurations échantillonnées dans l'espace libre. Alors ça, c'est le résultat que ça donne. Dans l'exemple de dimension que j'ai donné avant, vous voyez ici, on a beaucoup plus de points qui sont échantillonnés que dans ces régions-là où il y en a moins. On a détecté qu'ici, il y avait une région difficile. On l'a détecté automatiquement parce qu'en fait, l'algorithme ne sait pas qu'il y a un passage étroit, ne peut pas le savoir puisqu'il ne calcule jamais la forme exacte de l'espace des configurations. Mais en engendrant plus de points, peuvent plus facilement trouver une connexion à travers ce passage. Et là, ce que je montre sur la droite, c'est en fonction de la largeur du couloir, quel est le temps qui est nécessaire pour connecter ce point vert à ce point rouge, avec plusieurs stratégies. En bleu, une stratégie d'échantillonnage uniforme, et en vert, là, ou jaune-vert, la stratégie adaptative que je viens de présenter. Ici, la largeur du corridor diminue quand je vais vers la droite. On commence à 3/100 de la dimension du carré, c'est-à-dire que le carré est 1 par 1, et ici, le couloir a une largeur de 0,03. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les méthodes marchent bien. Quand on va à 0,25, la largeur du couloir, ça encore marche bien. 0,020, ça marche encore bien. Mais à partir de là, l'échantillonnage uniforme commence à coûter très cher et éventuellement sort de ce diagramme. Par contre, avec la méthode adaptive, ainsi qu'avec une autre méthode d'échantillonnage que je ne décris pas ici, on peut aller beaucoup plus loin. Éventuellement, il arrivera un moment où si ça va augmenter, mais on peut aller beaucoup plus loin dans l'étroitesse du couloir et toujours avoir un temps de réponse très court. Et en fait, l'expérience de beaucoup de gens, de beaucoup de chercheurs, montre que les stratégies d'échantillonnage non uniforme sont capables d'accélérer les planificateurs à base de réseaux probabilistes par souvent plusieurs ordres de magnitude. C'est-à-dire, on réduit les temps facilement par 10, voire par 100, voire plus. Alors une autre stratégie, je ne peux que donner quelques exemples de stratégies parce qu'il existe beaucoup de stratégies. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est une stratégie basée sur la déformation. Et l'idée, c'est de déformer l'espace libre pour le rendre plus expansif. Et intuitivement, comment peut-on faire ça? On peut le faire en amaigrissant le robot ou en amaigrissant les obstacles. Parce que si le robot, on le rend plus fin, il sera plus facile pour lui de passer dans les passages étroits. Si on amaigrit les obstacles, c'est pareil, on va élargir les passages étroits. Donc en fait, si on se trouve dans un espace de configuration comme celui-là, qui est un passage étroit, on voudrait connecter ces deux points, ce qu'on peut faire, c'est si on amaigrit le robot, les zones interdites vont être amaigries aussi. Donc l'espace libre sera, lui, dilaté, et il sera relativement facile de trouver un chemin dans cet espace libre dilaté. On va s'apercevoir, une fois qu'on a trouvé ce chemin, qu'actuellement, qu'il y a certains points qui sont quand même en collision dans cet espace d'origine, mais il suffira de faire un nouvel échantillonnage autour des points qui sont en collision pour éventuellement trouver un chemin qui, lui, sera faisable. Cette méthode, en général, marche très bien. Il y a quelques cas pathologiques, mais en général, elle marche quand même très bien. Puis là, je montre une méthode qui est un peu différente des méthodes précédentes, qui s'appelle, qui consiste à retarder la détection de collision jusqu'au moment où on en a vraiment besoin, ce qui en anglais s'appelle lazy collision checking.
Et l'idée est la suivante, c'est que dans un réseau probabiliste, typiquement, on connecte des configurations échantillonnées qui sont assez proches les unes des autres. Et l'espace des configurations n'est pas vraiment chaotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des tas de petites régions qui sont des obstacles, qui ne sont pas connectées les unes aux autres. En général, les zones interdites sont assez grandes. Ce n'est pas que des petites régions un peu partout. Et c'est pareil pour l'espace libre. Donc en fait, si deux points sont assez proches l'un de l'autre, et si on les a testés et qu'ils sont sans collision, ben la connexion entre les deux a de bonnes chances d'être aussi sans collision. Donc l'idée, c'est de faire seulement, de vérifier que les points qu'on échantillonne sont sans collision, ou enfin sont dans l'espace libre, et on les connecte, on connecte deux points qui sont assez proches l'un de l'autre, sans vérifier si la connexion est dans l'espace libre ou non. Et on obtient un réseau, et quand on a un chemin dans ce réseau, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va faire l'analyse des connexions pour voir si ces connexions sont bien dans l'espace libre. Et en fait, très souvent, elles sont dans l'espace libre, mais il arrive bien entendu qu'elles ne soient pas dans l'espace libre, auquel cas on élimine la connexion et on recommence jusqu'à ce qu'on ait trouvé un chemin. Et en retardant comme ça la détection de collision ou d'autres conditions, on peut accélérer la création de ces réseaux probabilistes par des grands facteurs. Il reste un point, c'est quelle est l'importance de l'aléatoire. Alors c'est un point intéressant parce que au début, ces méthodes, on les appelait des méthodes aléatoires. D'ailleurs, il y a encore des tas de gens qui appellent ça des méthodes aléatoires. Comme on n'avait pas de bonne explication pour expliquer pourquoi ça marchait, on était juste content parce que ça marchait, mais on n'avait pas de bonne explication. On disait « Ah, c'est parce que c'est aléatoire ». Mais en fait, quand on réfléchit sur le plan intellectuel, c'est pas parce qu'on fait n'importe quoi que ça va marcher. Hein. Donc l'aléatoire ne pouvait pas bien expliquer les choses. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que la raison pour laquelle ces méthodes marchent bien, c'est parce qu'on a été extrêmement chanceux. C'est-à-dire qu'on a créé une méthode qui exploite une propriété, ces propriétés de visibilité dont j'ai parlé, de l'espace libre, mais on ne savait pas qu'on les exploitait. C'est a posteriori qu'on s'en est aperçu. Mais la plupart de ces planificateurs utilisent quand même une source aléatoire pour engendrer, pour échantillonner les configurations. Alors on peut se demander quelle est l'importance de cet aléatoire. Bon, et un premier point, c'est que quand on veut démontrer les deux théorèmes que j'ai présentés précédemment, dans ces théorèmes, dans la preuve de ces théorèmes, il y a un argument qui fait l'hypothèse qu'on va avoir affaire à un adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire va positionner les zones interdites et les deux configurations qu'on veut connecter pour rendre le problème aussi difficile que possible au planificateur. Et l'aléatoire ici est nécessaire pour les preuves théoriques parce que si on n'avait pas d'aléatoire, si les séquences de nombres qu'on engendre étaient déterministes, eh bien, on pourrait avoir un adversaire qui mettrait tout en place pour rendre le problème extrêmement difficile pour le planificateur. Mais bon, comme en général un problème de planification n'est pas créé par un adversaire, c'est quelque chose de purement théorique ici, donc un argument théorique qui n'a pas grande importance, sinon pour la correction des preuves des théorèmes. C'est un peu comme ce que je disais à propos de ton théorème, qu'il fallait un nombre fini d'obstacles. Ici il faut avoir cette condition d'aléatoire. Il y a une deuxième manière de regarder le problème, c'est sur le plan efficacité. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une séquence de nombres aléatoires ou une séquence de nombres déterministes qui a l'air aléatoire, mais qu'on a optimisé d'une certaine manière. En particulier, quand on échantillonne un certain espace, ce qu'on voudrait, c'est à chaque fois qu'on met on échantillonne un point, on voudrait que la plus grosse boule qui ne contient pas de points échantillonnés jusqu'à présent soit la plus petite possible. C'est-à-dire qu'on essaie de répartir les points le mieux possible. Bon, on peut montrer que des méthodes déterministes
peuvent introduire un léger gain d'efficacité, mais en général, ce gain est de quelques pourcents. Donc, par rapport aux stratégies probabilistes, ce n'est pas très important. Il y a aussi le problème de cohérence, c'est-à-dire que souvent ce qu'on se dit quand une méthode est aléatoire, c'est qu'on ne peut rien prédire. Quand une méthode est déterministe, on peut prédire. En fait, dans ce genre de méthode, que la source de normes soit aléatoire ou déterministe, si on perturbe très légèrement la géométrie, les résultats en temps de calcul peuvent être assez différents. Donc, que ce soit aléatoire ou déterministe, ça ne change pas grand-chose. Et enfin, il y a un dernier argument, c'est la facilité de l'implantation du logiciel. Les méthodes utiliser une source aléatoire rend les choses beaucoup plus faciles à implanter. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens utilisent toujours une source aléatoire malgré une petite perte d'efficacité. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que l'aléatoire n'est absolument pas important, c'est simplement une facilité d'implémentation. Donc maintenant, je vais passer à la conclusion, puis après, je parlerai un peu de travaux en cours ou de travaux futurs. La conclusion, c'est que les planificateurs à base de réseaux probabilistiques engendrent des chemins en apprenant de manière incrémentale la connectivité de l'espace libre. Leur succès dépend essentiellement de propriétés de visibilité favorables, propriétés qui sont expansives, que si cette propriété n'était pas vérifiée, ces méthodes-là ne marcheraient pas, même avec des stratégies probabilistes sophistiquées. Donc en fait, cette propriété est absolument essentielle et elle a été découverte grâce à ces algorithmes. Bon, même si cette propriété est vérifiée, elle n'est pas vérifiée de manière uniforme à travers l'espace, donc les méthodes d'échantillonnage non uniformes ont un impact majeur sur l'efficacité de ces planificateurs. Et comme je l'ai dit, on peut réduire les temps d'exécution par 10 ou par 100, voire plus, avec des bonnes stratégies. Et l'aléatoire n'est pas ce qui rend ces planificateurs qui font que ces planificateurs réussissent. Alors, il existe plusieurs bibliothèques de logiciels qui donnent accès à ces méthodes. J'en cite 3 ici, une qui vient de Rice University, l'autre de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, et puis une autre qui est installée à Stanford. Maintenant, quelques domaines de recherche pour le futur, ou il y en a certains de ces-mêmes sont abordés aujourd'hui. C'est faire face à l'incertitude. Alors là, l'incertitude réelle, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas exactement la position des obstacles ou qu'on ne connaît pas exactement leur forme, par exemple, ben là, on crée des réseaux probabilistes qui deviennent des chaînes de Markov, dans le sens où les connexions sont elles-mêmes probabilistes, et il y a eu pas mal de recherches là-dessus. Il y a aussi le passage à des milliers, voire des dizaines de milliers de degrés de liberté, et ces méthodes ont été récemment utilisées pour analyser ou pour prédire les mouvements de protéines. Et à ce moment-là, la manière qu'on utilise pour réduire quand même le nombre de degrés de liberté, c'est de regarder s'il y a des mouvements types qui chacun ne mettent en jeu un nombre réduit de degrés de liberté. Puis un problème qui est très important, notamment dans le domaine de l'animation graphique, c'est la génération de mouvements naturels ou qui sont plaisants pour des caractères digitaux. Par exemple, si vous engendrez avec une méthode telle que j'ai décrite les mouvements d'un robot humanoïde qui grimpe sur une échelle comme ça, si vous ne faites pas attention, vous verrez le robot bouge un peu dans tous les sens, même après du lissage. Et pour arriver à ce genre de mouvement qui est un mouvement quand même plus naturel, on utilise des primitives qui ont été optimisées. Donc il y a une bibliothèque de primitives. Et on utilise ces primitives comme un biais sur l'échantillonnage des configurations. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est à recréer dans l'espace des configurations des mouvements qui ressemblent le plus possible aux primitives qu'on a dans sa bibliothèque. Alors, ça, ce sont des extensions, des problèmes intéressants, mais je pense que le problème le plus intéressant, en fait, pour le futur, c'est la limitation fondamentale qu'il y a sur ce style de méthode.
comme j'ai dit tout à l'heure, ces méthodes ne sont pas capables de détecter qu'un problème n'a pas de solution. Et donc, si on fait tourner ces méthodes pendant un certain temps, et si à la fin la méthode n'a pas fourni un résultat, n'a pas fourni un chemin, eh bien, on ne sait pas si c'est parce qu'on ne l'a pas fait tourner assez longtemps, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de chemin. Donc le problème, c'est combien de temps il faut allouer à ces méthodes. On ne le sait pas. Alors si on n'a traité que quelques problèmes de planification de mouvement, ce qui est heureusement souvent le cas, on peut donner à l'ordinateur un temps assez long, comme ces méthodes, s'il existe une solution, en général marchent bien. Bon, une fois de temps en temps, on attendra peut-être longtemps pour trouver une solution. Mais ensemble, si on donne un temps assez long, et si à la fin la méthode dit il n'y a pas de solution, probablement il n'y a pas de solution. Le problème, c'est que va-t-il se passer quand on va vouloir traiter des problèmes qui nécessitent de résoudre un très grand nombre de requêtes, un très grand nombre de problèmes de planification. Quand je mets huge ici, ce n'est pas quelques douzaines, c'est des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers ou plus. Et quand beaucoup de ces problèmes n'auront pas de solution. C'est-à-dire que l'homme, l'être humain, est en général assez bon pour dire tiens, tel mouvement doit être faisable, aller de tel endroit à tel endroit est faisable. Donc, on a cette capacité, de telle sorte qu'on peut organiser nos activités en détectant assez rapidement quelque chose qui n'est pas faisable. Mais ce problème s'est posé quand on a voulu créer des robots qui font de l'escalade. Alors, les robots qui font de l'escalade sont les robots qui grimpent un peu comme des êtres humains, uniquement avec des contacts basés sur le frottement. Et il y a certains points de l'espace, de l'espace de travail, dans lequel le robot peut établir un contact. Mais il y a beaucoup de possibilités. Donc là, le problème, pour essayer de reprendre un peu la terminologie que Jean-Paul a utilisée, il y a un aspect combinatoire, c'est quels sont les points de contact que je vais choisir. Et puis, si je veux aller à un nouveau point de contact, j'ai à résoudre un problème continu, c'est un problème de planification de mouvement. Donc en fait, dans ces problèmes-là, il est nécessaire de résoudre un très grand nombre de problèmes de mouvement. Et en fait, si ce robot, quand il est en train de grimper, dit « tiens, je vais essayer d'aller mettre mon doigt à telle nouvelle prise sur le mur », il est très possible, et en fait, dans la plupart des cas, c'est comme ça, il n'y a pas de solution. Et il n'y a pas de solution parce qu'il y aurait une collision du robot avec lui-même, ou parce qu'il ne va plus être en équilibre, ou quelque chose comme ça. Donc le problème, c'est comment prédire la faisabilité d'un déplacement qu'on n'a pas encore calculé. Alors, pour ces deux robots, on s'en sort parce qu'on a utilisé des méthodes d'apprentissage, et comme le problème est assez limité, les méthodes d'apprentissage fonctionnent bien. Mais ce genre de problème existe dans multiples exemplaires. Par exemple, si je prends des tâches de manipulation, où un robot aurait à réparer une voiture, pour réparer une voiture, il doit par exemple changer la batterie, et puis pour changer la batterie, il doit obtenir une boîte à outils, en sortir un tournevis, etc. Donc ça va introduire un très grand nombre de mouvements, et peut-être certains de ces mouvements n'existent pas, ne sont pas possibles. Là, c'est un robot reconfigurable qui rechange de configuration suivant le terrain sur lequel il fonctionne. Et chaque fois qu'il change de configuration, il y a une planification de mouvement qui est assez compliquée. Là, c'est un robot à 6 jambes qui a été développé par la NASA pour escalader des cratères sur Mars. Et là aussi, il y a le problème où c'est que les contacts seront établis. Et là, ça correspond à des réarrangements de meubles, donc il faut pousser une table pour faire la place pour une chaise et ainsi de suite. Et je pense que c'est un problème fondamental pour les méthodes que j'ai présentées, mais je pense que c'est un problème en fait qui est très général pour les robots autonomes. Donc là, je termine sur un diapositive qui dépasse la planification des mouvements. C'est que les futurs robots autonomes auront à résoudre des problèmes très compliqués. En fait, s'ils sont autonomes, ils vont se poser leurs propres problèmes, ils vont s'établir leurs propres objectifs. Et la difficulté pour ces robots, ça va être de déterminer rapidement quelle est la faisabilité d'une tâche et d'une sous-tâche.
Et d'une manière générale, en intelligence artificielle, dans le domaine plus étroit des méthodes probabilistes que j'ai présentées, on a développé des méthodes qui sont relativement bonnes pour résoudre des problèmes qui ont une solution, mais qui sont très mauvaises pour détecter que des problèmes n'ont pas de solution. Et je pense que quand les robots vont avoir à l'intérieur de leur tête à résoudre des milliers, des centaines de milliers de problèmes, s'ils ne sont pas capables de détecter qu'un problème est infaisable rapidement, ces robots seront très inefficaces. Donc je pense que c'est un problème majeur pour le futur. Voilà.